Sud Radio, le débat de la semaine. Vous écoutez Sud Radio, il est presque 9h07. Les Russes, le peuple russe est-il vraiment derrière Vladimir Poutine dans sa guerre déclenchée il y a 11 jours contre l'Ukraine? C'est la question qu'on se pose avec nos deux invités. Sergueï Girnov, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ancien agent du KGB, vous êtes auteur de ce livre, L'éclaireur, c'est publié chez Nimrod. Nous sommes également avec Jean-François Colosimo, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes historien, théologien, directeur général des éditions du CERF, co-auteur de ce livre, La République ou Barbarie, c'est coécrit avec Régis Debray et Didier Lesky, aux éditions du CERF, évidemment. Commençons avec vous, Sergueï Girnov. Comment fait-on pour mesurer l'état de l'opinion publique russe, dans la mesure où l'expression publique, et notamment la presse d'opposition, y est quand même particulièrement bâillonnée? C'est très facile. Il suffit de regarder Vladimir Poutine et il suffit de regarder combien de lois répressives il fait adopter pour museler son peuple, qui était déjà muselé. Donc là, vous avez vu, les derniers jours, il était sur le point de proclamer la mobilisation générale. Pourtant, il refuse le mot guerre. Le mot guerre est interdit dans tous les médias russes. Opération militaire spéciale. Opération militaire spéciale. D'ailleurs, il y a une blague qui circule sur Moscou. Maintenant, le livre de Tolstoï ne s'appelle plus Guerre et paix, mais s'appelle Opération spéciale et paix. Ce qui est assez cocasse, effectivement. C'est assez cocasse. Donc, le mot guerre est interdit. Il y a des arrestations qui sont, les médias russes en parlent un tout petit peu, nous beaucoup. J'ai regardé le chiffre ce matin sur Medusa, il donne presque 9000 arrestations en Russie. Donc il y a ça. En plus, ils ont fait adopter des lois, mais staliniennes. Mais staliniennes. Il n'y a pas de goulag aujourd'hui en Russie, malgré tout. Il n'y a pas de goulag, mais il y a 15 ans de tôle pour vous raconter ce qu'on est en train de raconter. En fait, vous tous, si on se trouvait à Moscou, on était en tôle. Raison pour lesquelles, en tout cas, les correspondants de différents médias à Moscou, d'ailleurs, ont arrêté de s'exprimer en attendant de savoir ce qu'ils risquaient. C'est notamment le cas de nos confrères de Radio France. Jean-François Colosimo, si je suis en Russie aujourd'hui et que je dis il y a une guerre, est-ce que je risque de la prison réellement? Absolument. D'abord, il faut savoir que le nombre de manifestants arrêtés est énorme, ce qui montre d'ailleurs qu'il y a une véritable opinion russe. Alors évidemment, la Russie, c'est un immense pays. Cette opinion, elle est dans les grandes villes. Plus on va vers les campagnes, plus les gens sont malheureusement sous la propagande d'État qui est massive. Vous voyez, hier, sur les télévisions russes d'État, on montrait le bombardement de Kharkiv. Et on disait que c'était les Ukrainiens qui étaient en train de bombarder leur ville. Oui. Et il y a de braves gens qui, évidemment, croient, vous savez, l'adhésion aux médias d'État. Mais dans les grandes villes, en dépit du fait que les réseaux Navalny ont été décapités, systématiquement. Réseau d'opposition. N'est-ce pas, que tous les médias libres ont été inquiétés depuis un an. Donc on est véritablement sur une double opération interne et externe, n'est-ce pas, hein? Donc le fait que Rain TV, qui est une grande télé, qui était une formation sérieuse, Novaya Gazeta, dont je vous rappelle, Muratov, prix Nobel de la paix, journaliste, a fait une édition en ukrainien et en russe le lendemain de l'invasion pour bien montrer que les Russes n'étaient pas d'accord. La Russie bombarde l'Ukraine, c'était le titre de ce journal ce jour-là. Absolument, donc on voit, c'est un immense courage, hein. On parle de la résilience russe. Bien sûr, nous sommes tout à fait les Ukrainiens avec leur immense souffrance, mais il ne faut pas oublier non plus toutes ces voix russes qui risquent de manière considérable leur vie pour la liberté et la liberté d'expression aussi. Dernier point, Navalny, on le jugera le personnage comme on veut. On rappelle, c'est un opposant à Vladimir Poutine qui est en exil aujourd'hui. Qui a failli être empoisonné, qui est en prison. Non, il est en prison parce que justement il est rentré en Russie alors qu'il aurait pu rester à l'ouest. Tranquillement en Allemagne. Et du fond de sa prison, il dit, descendez dans les rues, vous risquez, mais moi je peux vous le dire, parce que très précisément, je suis rentré au pays et me voilà au fond de la prison, parce qu'il faut qu'on se lève. Donc, vous voyez, c'est assez énorme. Il faut bien se rendre compte qu'à l'aune d'un pays qui est complètement étouffé par Poutine, ces voies de résistance sont magnifiques. Vous parliez, d'ailleurs, à l'instant du journal Novaya Gazeta, journal de la presse papier d'opposition. Il a fait un sondage auprès de ses lecteurs en leur demandant s'il fallait continuer à paraître tout en respectant cette loi qui est extrêmement très dangereuse. 94% ont dit oui, du coup, ils s'auto-censurent. Monsieur Girnov. Oui, tout à fait. Il y a d'autres. Il y a Echo de Moscou, il y a Docht, une radio qui a été fermée. Radio et une télé une télé sur les réseaux sociaux qui ont fermé. En même temps,
vous vous souvenez, le début de la guerre, la Russie a publié un sondage selon lequel 50% des Russes étaient pour la guerre, 25 contre et 25 ne se prononçaient pas. Et je me suis dit tout de suite qu'en réalité, il y a peut-être 60% qui sont contre, parce que s'ils publient ça, ils sont autocrates. Normalement, ils auraient dû publier un truc, 100% de Russes sont derrière d'après Poutine, la police etc., et d'après les organisateurs. Donc voilà. Et puis, comme je vous dis, il suffit de regarder Poutine. Poutine a commencé à parler de guerre atomique. Ouais. Il a mis ses forces nucléaires en alerte. Ça veut dire qu'il sait très très bien que d'un côté, il ne peut pas gagner cette guerre, et de l'autre côté, le peuple n'est pas derrière lui. Et pour en finir, général Levachov, la ligne Levachov, le 31 janvier, il publie une lettre, mais abominable pour Poutine. Il demande sa démission en tant que commandant en chef. Général Levachov, c'est pas un pacifiste, hein. C'est pas un libéral. Et c'est pas un libéral du tout. C'est pour ça que c'est tout à fait. Vous avez parfaitement, j'allais y venir, mais vous l'avez dit. C'est tout à fait extraordinaire parce que quand on parle de l'opinion russe, il n'y a pas que les dissidents qui osent être dans la rue, etc. Il y a dans l'appareil russe une forte contestation aussi venant de gens qui tout simplement jugent que c'est insensé de dire qu'on va aller libérer les petits frères ukrainiens en commençant par les bombarder. Je veux dire, c'est une contradiction pour un Russe posé qui effectivement, je dirais, considère qu'il y a un lien intrinsèque entre les Russes et les Ukrainiens, à tort ou à raison, même s'il exagère ce lien peut-être. Les Russes. Mais même pour ce Russe-là, a fortiori, c'est scandaleux d'aller les bombarder, n'est-ce pas? Alors, il y a le général dont vous parliez qui a fait une lettre, c'est vrai, mais où il sanglante massacre Poutine, absolument. Enfin où il lui parle sur Qu'est-ce qui lui est arrivé après ça? Rien pour l'instant, on va voir. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y a cette rumeur, pas rumeur, information des services qui vient de sortir dans la presse. Vous savez que la première opération russe, c'était d'aller très vite sur Kiev avec des troupes légères, d'éliminer Zelensky, de le remplacer par un homme du Kremlin et de penser que les Ukrainiens allaient se rallier. C'est pour ça aussi qu'il y a eu ce cafouillage. Aujourd'hui, on est sur une offensive massive, qui sera longue. Et qui sera là. Mais information vraie et fausse, en tout cas elle est significative, ce seraient des membres du directorat du KGB qui aurait permis à Zelensky et à ses gardes de déchouer la tentative d'assassinat de Kadyrov, le satrape de Tchétchénie et de ses forces spéciales. Ce qui veut dire que même au sein des organes que vous avez connus, où il n'y a pas que des idiots, enfin, n'est-ce pas? Absolument. Mais où il y a aussi des types qui sont très formés pour une analyse géopolitique, etc. Et des types qui sont millionnaires et qui ont leur famille en Occident, qui ont leur maison, et qui ont un appartement à Courchevel. Ils pensent aussi c'est encore une catégorie, les oligarques. Bon, on voit bien, mais même pour vous, l'édifice est en train de chanceler. Non, parce qu'il ne faut pas rire. Je veux dire, Poutine n'est pas idiot d'abord, il a cette culture. Donc, malheureusement. Donc je pense qu'on dit aussi qu'il a pas mal purgé autour de lui, qu'il s'est assuré véritablement d'une garde prétorienne, il ne voit pas grand monde, il est de plus en plus isolé dans sa tour d'ivoire. Bon, je ne pense pas que, si vous voulez, un renversement de Poutine par une alliance qui irait avec les généraux, les oligarques et les KGBistes, c'est pour demain. Hein. Je crois pas. Moi, je suis moins sûr. Moi, je suis moins sûr parce que, disons que si on se rappelle de l'histoire, moi, je me souviens de l'histoire du Paul Ier qui a été assassiné par sa garde rapprochée, les aristocratiques d'ailleurs. Hein. Donc, c'était un crime abominable parce que lèse-majesté tuer le roi, c'était dans tous les pays, c'est pire que c'est presque comme tuer le Christ. Hein. Ce sont des choses qui arrivent dans les pays révolutionnaires, effectivement. C'est ça. Et après, on se souvient aussi que Staline, ces derniers jours, on dit que Beria et sa garde rapprochée l'ont laissé crever pendant 48 heures. Voire empoisonné. Ouais, après, Khrouchtchev a été remplacé par un coup d'État. Il y a eu un coup d'État contre Gorbatchev. Dans tous les pays, enfin, et surtout le nôtre, enfin la Russie, l'autocratie
et la dictature n'est remplaçable quasiment que par un coup d'État. Mais on peut guère quand même non plus se contenter d'espérer dans cette possibilité qui reste qu'une éventualité. Oui, bien évidemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du peuple. Mais en tout cas, ce qui est de significatif, là où on sera parfaitement d'accord, c'est que même dans les organes d'État, il y a l'idée tout de même que là, c'est le coup de trop. Absolument. Et justement, allons au fond des choses sur le coup de trop, les rapports entre le peuple russe et le peuple ukrainien, qui partagent pour une bonne partie d'entre eux la même religion. Vous êtes théologien. Oui, il faut plus que partager ça, vous savez. C'est Alexandre Solzhenitsyn, l'homme grâce auquel nous avons pris la mesure du goulag en Occident, le prophète, le grand prophète. Lorsqu'il était en exil aux États-Unis, il avait été invité par des Ukrainiens de Toronto, qui étaient assez nationalistes et qui lui ont posé la question, est-ce que l'éventualité d'une guerre entre les Ukrainiens et les Russes, est-ce que c'est une éventualité? Qu'est-ce que vous en pensez? Et tout de suite, lui, il a écrit, il avait un grand-père ukrainien, parce que beaucoup de Russes ont des ascendants ukrainiens, et réciproquement. Donc il y a aussi, je veux dire par là, c'est aussi une histoire familiale pour beaucoup d'entre eux. Il avait répondu, qu'à Dieu ne plaise, si dans un cerveau dément venait l'idée que nous nous combattions, non seulement je n'irai pas à cette guerre, mais j'interdirais à mes fils d'y aller, parce que ça serait une guerre sacrilège. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, l'offensive russe ne va pas améliorer une relation qui n'était pas comprise de la même façon des deux côtés, et ça certainement a été une erreur assez constante des Russes de considérer un peu comme les Ukrainiens comme leurs petits frères, qu'il fallait encadrer, aider, secourir, instruire. Alors même dans les meilleures familles, un jour, le petit frère se dit au grand frère, ça suffit, je n'en peux plus, dégage. Surtout que les Ukrainiens étaient les grands frères. Au sens historique. Au sens historique du terme, on rappelle aux gens qui ont oublié un tout petit peu, la Russie de Kiev était née à Kiev, la Russie de Kiev a été baptisée à Kiev, la Russie de Kiev a reçu son alphabet à Kiev, et les Russes, à cette époque-là, en Moscovie, il y avait des ours et des loups. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il y avait des isbas en bois. Il n'y avait aucun bâtiment en pierre. Après, la Moscovie a grandi, et puis c'est elle qui a... 5 siècles. Et les siècles après. C'est vrai aussi que les Mérovingiens venaient plutôt de Hollande et d'Allemagne de l'Ouest. On pourrait aussi dire, pourtant c'était le premier. Le mot de la fin, Jean-François Colosimo. Donc, l'Est de l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est un pays composé. Est-Ouest, c'est un Occident-Orient lui-même. Hein. Donc l'Est de l'Ukraine est plutôt très orthodoxe, plutôt russophone, voire ethniquement ou linguistiquement russe, etc. L'Ouest, mais avec une grosse spécialité, est plutôt catholique, tourné vers la Pologne, non pas vers la Russie, etc. Mais ces chrétiens de l'Ouest sont des gréco-catholiques, des catholiques de rite byzantin, ce qu'on appelle d'un terme péjoratif uniates, unis à Rome, n'est-ce pas? Donc, comme vous le savez, la proximité crée de l'hostilité. C'est ça la règle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la proximité, ça rend pas plus compréhensif. Parfois, ça élève souvent l'inverse. Encore plus d'hostilité, d'inimitié. Donc là, il y a des mémoires blessées parce que, comme l'Ukraine a été prise par les empires, ces populations, elles devaient régulièrement changer de foi et d'adhésion selon l'empire qui dominait. Et ces empires pratiquant une homogénéisation. Donc là, il y a un véritable problème d'histoire. Mais aujourd'hui, ce qui est de plus important, c'est que le patriarcat de Moscou, pour lequel l'Ukraine est vitale, parce que sans l'Ukraine, ce n'est qu'une petite église, eh bien, ce patriarcat de Moscou, Cyril de Moscou, qui marche main à main avec Poutine, est démonté sur place par son légat, par son représentant, par le chef de l'église autonome ukrainienne, parce qu'il y a une église orthodoxe ukrainienne indépendante aussi, et ce chef de l'église orthodoxe ukrainienne n'endosse pas du tout les théories de Poutine et de Cyril. Onofri. Oui, j'ai été absolument étonné quand il s'est prononcé. À la résistance patriotique. D'abord à la paix. À la paix, il a appelé. Bon, ça c'est tout homme d'église, mais il appelle à la résistance patriotique. Parce qu'il y a un envahisseur pour lui aussi. Absolument. Donc il ne pouvait pas faire autrement. Ça chavire.
Poutine a donné aux Ukrainiens un sentiment d'unité comme ils n'ont peut-être jamais eu dans leur histoire. Et c'est un de ces gros échecs, puisque c'est un résultat inverse à celui qu'ils projetaient. Et a libéré l'église ukrainienne Absolument. de la mainmise quasiment du patriarcat de Moscou. Que Vladimir Poutine, cette nuit, a menacé les Ukrainiens de perdre leur statut d'État. C'est une citation, en gros, de perdre leur indépendance s'ils continuaient à résister. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Jean-François Colosimo, historien, théologien, directeur général des éditions du Cerf. Vous avez notamment publié ce livre, République ou barbarie, avec Régis Debray et Didier Lesky. Merci. Sergueï Girnov, ancien agent du KGB et auteur de ce livre. L'éclaireur, c'est publié chez Nimrod. Chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, il est 9h22. Restez avec nous dans un instant. On s'occupe de votre maison et on s'occupe aussi de votre intérieur. À tout de suite.